À la fin du 19e siècle, des villes aux campagnes, une invention va révolutionner le mode de vie dans le monde occidental, au-delà de ce que ses créateurs auraient pu imaginer. À tel point que la militante suffragette américaine Susan B. Anthony dira en 1896 « La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. » Grâce à cet outil, des pionnières se sont lancées dans des aventures qu'elles n'auraient pas imaginées auparavant. Le monde s'est ouvert à elles, tandis que leurs corps se sont libérés. Ces aventurières ont quitté leur vie domestique pour découvrir le monde, relever un défi sportif, s'éblouir elles-mêmes et surprendre les autres. Les pionnières s'appellent Hélène Dutrieux, Amélie Rother, Annie Londonderry, Kitty Knox, Alfonsina Strada. Se mesurer aux hommes, faire le tour du monde, elles osent tout. Leur conquête ne s'arrête pas là. Grâce au vélo, elles s'engagent pour leur pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistantes entrent en scène sur leur vélo, comme Jeanne Boeck et Irma Caldo. La course est lancée. Les femmes entrent dans la compétition cycliste avec des figures comme la Belge Yvonne Renders, avant la Française Jeannie Longo. Mais l'égalité dans le sport sera-t-elle au bout du chemin? Vedettes à leur époque, avec le temps, elles sont tombées dans l'oubli. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, des passionnés, en Europe, aux États-Unis, s'y intéressent et retrouvent leurs traces. C'est une véritable renaissance. À travers l'histoire de ces aventurières du vélo, notre film raconte comment la bicyclette a ouvert la route aux femmes. La route de la liberté. C'est en 1817 que naît le bicycle. Comme le cinéma plus tard, le vélocipède se cherche. Un casse-tête pour les inventeurs, rouler sans marcher. Dans les années 1860, à la demande d'une célèbre courtisane parisienne, selon la légende, Pierre Michaud invente un vélocipède avec des pédales sur la roue avant. C'est la Michaudine. La première course féminine sur ces Michaudines a lieu le 7 novembre 1868. Les spectateurs assistent émerveillés aux performances des coureuses. Voici un petit compte-rendu de la course des dames. Et de plus, un croquis représentant leur arrivée au but. La tenue des vélocipédistes ne laissait rien à désirer. 3 d'entre elles étaient coquettement habillées en page. La 4e, en corsage et jupon rouge. L'article est signé par une femme, mais il vise à faire sourire les messieurs. En réalité, le spectacle de leurs jambes dénudées émoustille et fait scandale, à l'heure où les femmes doivent cacher leurs jambes sous des jupes longues, et où il leur est interdit en France de porter un pantalon. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation avec un certificat médical. À cette époque-là, la Grande-Bretagne est beaucoup plus libérale sur la possibilité pour les femmes de se vêtir comme elles veulent. Par exemple, dès les années 1890, les femmes sont libres de porter une culotte, de porter un bloomer pour se déplacer. Le bloomer est inventé par une femme qui s'appelle Amalia Bloomer, qui donnera son nom à cette culotte assez large et très pratique pour faire du vélo. Cet esprit d'aventure, cet esprit pionnier, il est réservé évidemment à une élite économique et intellectuelle. Donc on va retrouver surtout des femmes issues de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui vont entreprendre des voyages à vélo. On a notamment la vicomtesse d'Arberton. Elle est fondatrice et présidente de la Rational Dress Society à Londres, qui milite justement pour que les femmes aient le droit de porter des vêtements rationnels, c'est-à-dire des vêtements confortables, et notamment pour pouvoir faire du vélo. Donc le vélo a une place assez importante en fait dans ces revendications pour se vêtir, parce qu'il est compliqué de pédaler lorsqu'on est en corset par exemple, ou en jupe longue.
Quand on y pense aujourd'hui, tout cela est assez choquant. Imaginez ce que les femmes enduraient en portant ces corsets. Il fallait que les femmes aient une taille aussi étroite que leur cou. Elles ne pouvaient pas respirer. C'est pour cette raison notamment que, dans les romans, les femmes s'évanouissaient tout le temps. Au XIXe siècle, on a découvert une étrange maladie appelée la neurasthénie, dont les symptômes se manifestaient par un état léthargique, des maux de tête et de l'anxiété. Je dirais que c'est la conséquence inévitable de l'enfermement des femmes dans leur maison. Elles étaient considérées comme des domestiques sans aucune liberté. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'étaient pas censées exprimer leur opinion sur quoi que ce soit, elles n'étaient pas censées s'intéresser à l'actualité et elles n'étaient pas censées étudier. Elles étaient censées avoir des enfants, fonder une famille et se faire belles, c'est tout. Pendant ce temps, les inventeurs continuent de plancher pour améliorer le vélocipède. En 1885, l'Anglais John Kemp Starley met au point le vélo de sûreté. Avec ses pédales entre les deux roues de même taille, ce vélocipède est enfin stable. Le vélo moderne est né. Il devient plus populaire et même accessible aux femmes, car dans la foulée, pour permettre le pédalage des dames en jupe, des vélos sans barre latérale apparaissent. Le cyclisme connaît un engouement général. Mais cette nouvelle passion suscite inquiétude et division chez les médecins, notamment au sujet des femmes. Au tournant des années 1890, des thèses fleurissent concernant les effets de la bicyclette sur la jante féminine. Les mouvements des cuisses à bicyclette provoquent des frottements, des frictions des lèvres et du clitoris, et amènent la femme à des pratiques vicieuses. Notre confrère Dr Dickinson, dans The American Journal of Obstetrics, écrit qu'une jeune femme, possédant une expérience très grande des plaisirs sexuels, ne pouvait obtenir de jouissances plus intenses que celles produites par l'usage de la bicyclette. Enfin, parmi les craintes de ces messieurs, celle du visage défiguré par le vélo, dit visage de vélo. Avez-vous déjà vu quelque chose de plus repoussant, de plus laid, de plus méchant qu'une femme qui court à vélo, avec un visage rouge, les yeux enflammés de poussière et haletante? Pas moi. Descends du vélo, sexe féminin, où tu as perdu le droit d'être appelée la belle. Face à ce déversement de dégoût déguisé sous une parole scientifique, une journaliste berlinoise, Amélie Rother, s'insurge. Voici ce qu'elle répond aux thèses des médecins. En ce qui concerne le vélo, demandez conseil à un médecin uniquement s'il est cycliste lui-même. Amélie Rother a écrit un chapitre intitulé « Les femmes et le sport ». Elle y décrit toutes les difficultés rencontrées, notamment les protestations auxquelles elle était exposée lorsqu'elle traversait Berlin à vélo. À Berlin, mon amie Clara Bleyer et moi avons été les premières à nous montrer sur un vélo devant une foule horrifiée. C'était en 1890. Nous avons osé traverser la ville. Immédiatement, des centaines de personnes se sont rassemblées et une horde de garçons s'est mise à nous courir après dans la rue. Une pluie de bâtons s'est abattue sur nous. Est-ce que le cyclisme vaut de subir une telle sauvagerie? Les larmes nous montaient aux yeux. Et puis, une fois la ville derrière nous, la poitrine libérée et le cœur battant, on se jurait fidélité éternelle au cyclisme. Il existait des clubs destinés aux amateurs de vélo, mais d'où les femmes, parce qu'elles étaient des femmes, étaient exclues. Amélie Rother a essayé d'y entrer. Elle n'y est pas parvenue. C'est alors qu'elle s'est dit « Je vais en créer un. Je vais créer un club de vélo pour les femmes. Et on verra bien ce qui se passera. » Cette idée a fonctionné. De cette initiative est née une véritable association de femmes que l'on peut considérer comme un petit mouvement féministe cycliste. Amélie Rother et ses coureuses ont remporté une victoire.
Bien avant l'accès des femmes au droit de vote, la fondation de clubs féminins et l'adhésion à la fédération de cyclisme leur a permis de porter leur voix dans l'Assemblée fédérale. Après notre adhésion en nombre au Conseil fédéral à Halle, nous avons été considérés comme des camarades de plein droit. Nous avons participé au magnifique premier tour Halle-Freiberg. À des messieurs qui se plaignaient de la lenteur de la course, le directeur du tour a répondu que c'était à cause de la présence des dames. En réaction, nous nous sommes donnés à fond pendant une demi-heure. Et finalement, le directeur nous a demandé de ralentir. Avec notre modestie innée, nous nous sommes évidemment mis en deuxième ligne. Mais nous avions atteint notre but. Tandis qu'à Berlin, des femmes se battent pour se faire admettre dans les fédérations de cyclisme, d'autres aux États-Unis et au Royaume-Uni se battent pour le droit de vote des femmes au suffrage universel. Grâce aux suffragettes, l'Allemagne et de nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est adoptent ce droit après la Première Guerre mondiale. Le mouvement des suffragettes était un mouvement qui concernait toutes les femmes. On y trouvait des aristocrates, mais aussi beaucoup de femmes de la classe ouvrière qui travaillaient à l'usine. Se rendre aux manifestations à bicyclette était le moyen le plus sûr de fuir rapidement pour échapper aux violences policières. C'était également une solution pratique pour se rendre facilement dans d'autres villes, afin d'y diffuser leur message et de rallier d'autres femmes à leur cause. Ce que beaucoup de gens ignorent ou ont oublié, c'est à quel point le vélo a été déterminant dans la lutte des suffragettes pour leurs droits. Il leur a permis de dire à tous, publiquement, « Nous sommes mobiles, nous pouvons nous déplacer à notre gré et où nous voulons, bien au-delà des limites que le patriarcat nous a assignées. » Il y a 10 ans encore, aucune femme soucieuse de sa réputation et espérant trouver un mari n'aurait enfourché un vélo. Aujourd'hui, elles sont des milliers à sillonner le pays. Les vieux secouent la tête à leur passage, mais les jeunes hommes, je le constate, les rattrapent et roulent à leur côté. Une autre voix, en France, s'élève pour vanter les vertus de la bicyclette pour les femmes. C'est la célèbre Séverine, journaliste féministe libertaire. En 1899, elle écrit dans le journal La Fronde, tribune de défense des droits des femmes. La promenade en bicyclette est certainement l'un des entraînements intellectuels les meilleurs qui se puissent imaginer. La route s'étend comme une page blanche où la pensée circule, tandis que défile à droite, à gauche, comme un kaléidoscope, le paysage des idées. Et l'air vif fouette le visage, augmentant la plénitude du sens d'exister. Une sensation d'évasion, de liberté, de laisser loin derrière soi tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous fait souffrir. Séverine, comme Amélie Rother, accompagne ce coup de pédale vers le large, de la bourgeoisie aux classes populaires. Des pionnières osent voyager seules, sans chaperon ni mari. De l'audace, elles vont passer au défi. C'est la mode des tours du monde. Pourquoi ne pas y participer ? C'est aux États-Unis, à Boston, qu'une femme se lance pour la première fois dans un tour du monde à vélo. Elle s'appelle Annie Londonderry. Nous sommes le 25 juin 1894. Juste derrière nous se trouve le bâtiment du Capitole de l'État du Massachusetts. Une foule de 500 personnes s'est rassemblée. Des curieux, la famille, les amis et les proches d'Annie Londonderry se sont rassemblés ici pour la voir entamer ce voyage épique. Annie est vêtue de la tenue victorienne traditionnelle portée par les femmes de l'époque. Une tenue totalement inadaptée pour le voyage qu'elle s'apprête à faire. Elle porte un corset, une veste très ajustée et un chapeau. Et un petit ruban blanc au col, le symbole de la Women's Christian Temperance Union, la plus importante association de femmes à l'époque. Dans le public, des femmes membres de l'association assistent au départ d'Annie, ainsi que son frère, l'arrière-grand-père de Peter Zötlin. Annie a précisé qu'elle n'emportait que 2 choses sur sa bicyclette. Un sous-vêtement de rechange et un revolver à poignée perlée qu'elle a sorti soudainement de sa veste. Par ce geste remarquable, elle montrait à tous à quel point le voyage qu'elle entreprenait était périlleux. Elle avait un sacré don pour la mise en scène. Là, Annie annonce à la foule qu'elle part faire le tour du monde à vélo pour régler le pari lancé par 2 hommes d'affaires bostoniens.
Comme coup de pouce, un représentant de l'eau minérale Londonderry lui offre 100 $ en échange d'un panneau publicitaire placé sur sa bicyclette. Londonderry, c'est le nom populaire qu'elle décide alors de porter. Son personnage est créé. Annie a pris cette direction, sur Beacon Street. Elle s'est littéralement envolée, comme un cerf-volant le long de Beacon Street. La femme, connue dans le monde entier sous le nom d'Annie Londonderry, est née sous le nom d'Annie Cohen. Elle a vu le jour vers 1870 près de Riga, en Lettonie. Et elle est arrivée à Boston à l'âge de 5 ans avec ses frères et sœurs plus âgés, dont mon arrière-grand-père. Ils se sont installés dans un quartier de Boston appelé The West End, où vivaient des gens venus du monde entier. Annie est née dans une famille juive religieuse traditionnelle. À l'âge de 18 ans, ses parents arrangent un mariage avec un juif orthodoxe d'origine ukrainienne, Simon Kopchowski. À 23 ans, elle a déjà 3 enfants. Et pour subvenir aux besoins de la famille, elle fait du porte-à-porte dans les rues de Boston pour vendre des encarts publicitaires à des journaux. Elle n'était pas vraiment satisfaite de sa condition de femme au foyer, qui travaille avec 3 jeunes enfants sur les bras. Ce que le vélo représentait pour elle, c'était un moyen d'évasion. Elle pédale loin de chez elle sur le chemin de sa libération, en même temps qu'elle se crée un personnage entièrement nouveau, qu'elle improvise au fur et à mesure. J'ai finalement réussi à retracer son itinéraire. Annie traverse l'océan Atlantique pour rejoindre l'Europe par la France, poursuit son périple à travers l'Asie et traverse l'océan Pacifique jusqu'en Californie. À chaque étape sur son chemin, Annie donne des conférences et projette avec une lanterne magique des images exotiques imprimées sur plaques de verre, très prisées à l'époque. Alors, voici d'anciennes diapositives sur verre que les gens achetaient comme des souvenirs de voyage. Regardez, celle-ci la montre aux environs de San Francisco, avec son vélo, tenu en joue par 2 bandits armés de fusils de chasse. Il est évident qu'il s'agit d'une photo mise en scène, mais elle donne une idée de son sens du spectacle. Elle va d'ailleurs utiliser cette photo lors de ses conférences où elle racontait toutes sortes d'histoires, pour la plupart fausses, sur les périls auxquels elle avait dû faire face durant son périple. En chemin, elle a abandonné le vélo pour femmes sans barre latérale et adopté un vélo pour hommes 2 fois plus léger de la marque Sterling. Sa transformation ne s'arrête pas là. Elle troque ses vêtements contre une tenue masculine. Une partie du public et de la presse voit alors en elle un 3e sexe, ni homme ni femme. Dans des villes de l'ouest des États-Unis comme Tucson, Phoenix, on n'avait probablement jamais vu une femme en pantalon. Les gens qui l'ont vue ont eu l'impression d'assister à un phénomène de changement de genre. Cette transformation radicale du personnage d'Annie Londonderry, qui choque tant à l'époque, va s'imposer naturellement à toutes celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure sportive du vélo. Pourtant, il faudra attendre les années 60, où le port du pantalon sera toléré en Occident pour les femmes, avant d'être officiellement adopté des décennies plus tard. En attendant, les aventurières du vélo continuent de défrayer la chronique avec leur tenue. Mais au-delà du code vestimentaire, une autre barrière demeure aux États-Unis, qu'une jeune femme métisse va tenter de faire tomber. Kitty Knox naît en 1874 dans le quartier noir de Boston, non loin de celui d'Annie Londonderry. Sur sa chaîne YouTube dédiée aux personnalités noires oubliées de l'histoire américaine, l'étudiante passionnée Jazz Dottin nous la présente. So this is Cambridge Street that I'm on right now. This is the location where she grew up in Boston. Beacon Hill was an area with a lot of abolitionists, black families, and white too. Jeune couturière, Kitty Knox se fait remarquer avec les bloomers qu'elle se confectionne pour rouler sur son vélo, dans lequel elle a investi ses premières économies. Elle devient une cycliste reconnue. Kitty roule avec des clubs de Cambridge composés uniquement de cyclistes noirs.
Elle devient également membre de la Ligue des cyclistes américains, l'organisation nationale des cyclistes. Un an après son adhésion, la Ligue modifie ses statuts pour interdire l'accès aux membres de couleur. The League of American Wheelmen held their national meet down in Asbury Park, New Jersey. And people from all around the country flocked there. It was going to be a fun event for all. Except when Kitty Knox arrived at the event and presented her league membership card, she was denied. She was denied entry due to her race. She went to the front of the clubhouse, took her bicycle, and proceeded to do some fancy cuts out front until she was told she had to desist. If that's not a form of protest, I don't know what is. The news had a field day with the drama over Kitty Knox. Down south, ooh, the headlines were saucy. The Southern Cycler was outraged about Kitty Knox trying to get into the meet. They called her the murky goddess of Beanville, and in men's bloomers nonetheless. Kitty Knox meurt à 26 ans après une double conquête. Elle s'est imposée en tant que femme et en tant que noire dans un club blanc et masculin, profitant d'une absence de ségrégation officielle dans le nord des États-Unis. Cette victoire fut de courte durée. La barrière raciale s'appliquera au sein de la Ligue des cyclistes américains, et ce, pendant plus d'un siècle. Dans les années 1890, le vélo est devenu abordable et se démocratise. Comme la boxe et la lutte, ce sport spectaculaire engrange des rentrées d'argent. Dans les milieux ouvriers, des hommes vont se saisir du vélo pour gagner leur vie en se lançant dans la compétition sportive. Des femmes vont rentrer dans la course. À Londres, naissent les premières courses féminines de 6 jours. Elles s'exportent ensuite aux États-Unis, en Europe du Nord, puis en France. C'est à cette époque que va naître la vocation de la jeune Belge Hélène Dutrieux. Son engagement dans le vélo dépasse la performance sportive. Ses exploits vont l'arracher à sa condition et la propulser dans une vie trépidante. Son histoire, c'est l'histoire d'une fille qui a un frère. Tous deux naissent en Belgique, à Tournai, dans une famille minée par les problèmes d'argent et qui déménage à Lille pour travailler dans l'industrie textile. Elle était destinée à finir ouvrière dans les filatures de coton. Son frère, Eugène Dutrieux, de 5 ans son aîné, faisait partie des premiers cyclistes de ce nouveau siècle. Hélène suivait toujours son frère Eugène sur les pistes. Et quand les hommes faisaient une pause, Hélène enfourchait le vélo et faisait des tours de piste. Les garçons ont vite réalisé que cette frêle petite femme roulait vraiment très vite. Son frère l'a donc inscrite au club de cyclisme et très rapidement, Hélène a voulu participer à des courses. Avec son allure de petite fille de 14 ans, le club cycliste lillois la refuse comme membre. Furieux, en soutien à sa sœur, Eugène quitte le club et entraîne lui-même Hélène. Très vite, elle devient la favorite des premiers championnats féminins du monde du cyclisme. Au désespoir de ses parents, elle s'adonne tout entière au cyclisme et n'envisage aucun autre métier. À 16 ans, elle est devenue la femme la plus rapide du monde à vélo et à 17 ans, elle a déjà gagné en quelques mois l'équivalent de 2 années de travail à l'usine. Au même moment, son frère commence à disputer de nombreuses courses à l'étranger. Lors de l'une d'elles, il se rend en Italie, où il fait une chute très grave. Lorsqu'Hélène apprend la nouvelle, elle n'hésite pas. Elle prend l'argent qu'elle a gagné grâce à ses courses, et bien qu'elle soit très jeune, part aussitôt toute seule pour l'Italie. Une fois Eugène soigné, le frère et la sœur en profitent pour faire un tour d'Italie. Le voyage touristique se transforme en tournée triomphale de plusieurs mois. Hélène est acclamée partout où elle dispute des compétitions cyclistes. En Italie, j'ai participé à plusieurs courses que j'ai gagnées. La nouvelle s'est répandue.
On m'a demandé à Brescia, Florence, Naples et Rome. J'ai visité le Vatican, la Côte d'Azur. Pour une fille ordinaire de Lille, c'était fantastique. Le vélo m'avait donné une liberté incroyable. Maintenant que j'y avais goûté, j'en redemandais. Mais il y a encore plus excitant que les voyages, les championnats du monde. Cette même année 1896, il se déroule en Belgique, à Ostende, sur une piste qu'elle connaît sur le bout des doigts. 4000 spectateurs, un orchestre, un buffet, tout ça sous l'œil du roi Léopold II. Hélène remporte la course haut la main. Avec cette victoire, Dutrieux devient la première femme championne du monde officieuse de cyclisme. Hélène prend de l'assurance. Ses succès en font une star qui séduit par son aisance et son élégance. On disait d'elle qu'elle était très charmeuse et un peu coquette. Il y a une photo d'elle que je trouve très évocatrice. C'est une photo pour une publicité de Dunlop. Elle fixe la caméra et je trouve que son regard ressemble un peu à celui de la Joconde. C'est cette sorte de sourire complice que je trouve fascinant. Un sourire plein de confiance et de légèreté, avec un soupçon d'impertinence. À 21 ans, Hélène décide d'abandonner le cyclisme, progressivement détrônée par l'avion et les voitures. Elle devient la femme aux 1000 visages, modiste, mannequin, actrice et enfin cascadeuse. Son dernier coup d'éclat à vélo se fera sous la forme d'une performance dans les casinos, de Marseille à Londres, en passant par Paris. On la surnomme alors la Valkyrie de la pédale. Les gens se pressent pour voir cette cascade. Elle gagne beaucoup d'argent. Ils seront d'ailleurs très nombreux à vouloir la copier. Même son frère la copie afin de grappiller une part de sa notoriété. Hélène l'autorise alors à faire la même cascade qu'elle dans d'autres pays, tandis qu'elle continue de se produire ici, en Belgique. La cascade présente un risque mortel. Mais les music-halls et le public n'en ont que faire. Hélène prend le risque. Alors qu'elle a fait une très mauvaise chute et doit rester alitée pendant 8 mois, elle se découvre une nouvelle passion, les avions, et démarre une carrière de pionnière de l'aviation. Après cette nouvelle conquête, elle se distingue encore une fois par ses exploits avec un vol au-dessus de New York. Hélène Dutrieux devient un modèle pour les femmes du monde entier. Les gens s'arrêtaient dans la rue pour regarder Hélène passer dans le ciel au-dessus de leur tête. Alors qu'elle est au firmament de sa célébrité comme pilote d'avion, elle dit « L'homme qui voudra m'épouser devra m'attraper en plein vol ». Elle ne s'est pas mariée avant ses 40 ans. Elle n'a donc jamais été forcée de s'arrêter et sacrifier sa passion pour avoir des enfants, ce qui malheureusement a été le cas de beaucoup d'autres grandes cyclistes qui sont sorties d'un coup des circuits pour disparaître dans une vie de famille. Hélène Dutrieux a pris son destin entièrement en main. Elle a dépassé son frère et a géré sa carrière en véritable femme d'affaires. Dans cette conquête de l'espace sportif et social par les aventurières du vélo, une dernière barrière reste à faire tomber, celle des grands tours exclusivement réservés aux hommes. Une jeune Italienne devenue légende, Alfonsina Strada, va s'employer à la faire tomber. Alfonsina voit le jour en 1891 à Riolo di Castelfranco, petit village du nord de l'Italie, dans une famille de paysans. Elle aussi grandit avec un frère, et même 10 selon la légende. Un jour, son père a l'idée d'échanger des poules contre le vélo du médecin du village. Alfonsina a 10 ans, c'est la révélation. Tant que la petite se contente de parcourir la campagne, ça ne dérange pas sa famille. À cette époque-là, le cyclisme en était à ses débuts en Italie. Elle a commencé à participer à des courses locales, ce qui a provoqué un véritable scandale dans sa famille. Mais le cyclisme la passionnait par-dessus tout. Et elle était très douée. Elle a commencé à travailler comme couturière. Elle faisait la navette. Elle parcourait des centaines de kilomètres. Elle était capable de prendre un train jusqu'à Milan, simplement parce qu'elle avait entendu dire que des courses féminines s'y déroulaient.
Lorsqu'à l'âge de 13 ans, elle décide de participer à une compétition avec les hommes, sa mère, qui veut en faire une couturière, ne supporte pas de la voir se comporter comme un garçon. Malgré l'opposition de ses parents, Alfonsina persévère. Dans une société où la femme est cantonnée au foyer, au champ ou à l'usine, Alfonsina a choisi de vivre autrement. Considérée comme folle par sa famille, on la surnomme le diable en jupon. Sur son vélo, Alfonsina a découvert la liberté et n'y renoncera plus jamais. Un jour, elle ramène au domicile familial le prix de la victoire, un cochon vivant. La bête rachète bien le prix de son vélo. Pour étouffer sa passion et faire cesser le scandale, ses parents la poussent au mariage avec un prétendant, Luigi Strada. Alfonsina Morini devient ainsi en 1915 Alfonsina Strada. Mais aux grandes dames des parents, Luigi, ouvrier soudeur et grand amateur de cyclisme, n'a aucune intention d'entraver l'engagement sportif de son épouse. Au contraire, en cadeau de noces, il lui offre un vélo de sa fabrication, puis devient son entraîneur. Drôle de chance, c'est la Première Guerre mondiale qui offre à Alfonsina l'occasion de participer 2 fois au Tour de Lombardie, une course masculine en manque de coureurs, car tous sont mobilisés sur le front. Parmi les 54 participants sur la ligne de départ, seuls 31 franchissent la ligne d'arrivée. Alfonsina en fait partie. Mais cet exploit ne lui suffit pas. Elle se lance dans une conquête inouïe, le Giro d'Italia. Elle a été la première femme, en réalité la seule femme de l'histoire à participer à un grand tour. On raconte qu'elle s'est inscrite à la course sous le nom de Alfonsine Strada, un nom d'homme. Et c'est seulement après le départ de la course qu'on a découvert que c'était une femme. Ce qui était aussi très difficile, c'est qu'elle n'était pas traitée de la même façon que les hommes. D'abord, les hommes ne voulaient pas d'elle dans la course. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la perturber, et comme ils ne voulaient pas se laisser dépasser par elle, ils tentaient sans cesse de la faire tomber. Ensuite, dans les hôtels, lors des étapes, elle était toujours la dernière à avoir accès à la salle de bain, et elle ne pouvait jamais bénéficier des soins des masseurs. Elle devait tout faire toute seule. Elle n'a pas réussi à figurer au classement général. Elle n'était pas non plus sur la liste officielle des arrivants, pourtant, elle a terminé l'intégralité du Tour d'Italie. Et elle avait énormément de fans. Les gens l'attendaient pour l'acclamer sur le bord des routes. En fait, là, les organisations, donc les hommes qui organisaient les courses, donc notamment le Tour d'Italie, se sont servis d'elle parce qu'ils ont vu qu'en fait, c'était une véritable image qui pouvait les aider en fait, à redorer leur course. Et que la force de cette femme a fait qu'ils l'ont autorisée à prendre part donc, au Tour d'Italie, donc qui est une grande course par étapes qui existe toujours encore. Après cette aventure exceptionnelle, aucune femme ne participera plus au Giro d'Italia. Comme Kitty Knox avec les lois raciales, Alfonsina s'est engouffrée dans une brèche qui s'est refermée après. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le vélo rejoue un rôle inattendu. Les circonstances vont donner aux femmes une place et l'occasion de prouver leur intrépidité. Jeanne Boeck, dite la plastiqueuse à bicyclette, en référence à ses actions de sabotage des voies de chemin de fer, se distingue parmi elles. Bretonne et fille de marin, Jeanne rêve d'action dès son adolescence, nourrie des histoires de la Grande Guerre. Parmi la masse de livres que j'ai dévorés en ce temps-là, l'un m'avait particulièrement frappé et je ne l'ai jamais oublié. Il racontait l'histoire de Louise de Bettigny et de Léonie Van Houte, des femmes belges qui firent de l'espionnage à travers les lignes allemandes pendant la guerre 14-18. Je rêvais moi aussi de lutter un jour contre les ennemis de la France. Mais ce n'était pas la place des femmes, à moins d'être infirmière comme Léonie Van Houte. Et moi, je ne me sentais aucunement la vocation d'infirmière. En juin 1940, Jeanne travaille comme chimiste dans une poudrerie à Brest lorsque l'armée allemande envahit la région. Je travaillais dans une poudrerie parce que je voulais travailler pour la guerre. J'avais juste 21 ans. Et quand j'ai entendu le maréchal Pétain qui demandait l'armistice, alors là, je n'ai pas pu le supporter. J'ai voulu continuer à... Je ne dis pas me battre, parce qu'à ce moment-là, les femmes ne se battaient pas.
mais à travailler pour la guerre. Immédiatement, elle postule au service secret de la résistance française, le BCRA, mais on n'y accepte pas les femmes. Elle prend la décision de quitter son pays et de gagner l'Angleterre. Jeanne Boëck traverse la Manche pour rejoindre la résistance. Elle intègre le corps des volontaires françaises, l'un des premiers corps militaires de femmes de l'histoire. C'est très audacieux de sa part. Elle vient juste d'avoir 21 ans. Et elle ne prévient même pas ses parents parce qu'elle sait très bien que ses parents auraient désapprouvé son choix. Mais il faut se représenter Jeanne Boëck. C'est une toute petite bonne femme d'1,49 m, mais il faut imaginer que cette petite bonne femme, elle fume des gitanes et elle boit du whisky, ce qui n'est pas dans les normes genrées de l'époque. Et dans le métier de chimiste, traditionnellement, il n'y avait que des hommes. Jeanne Boëck restera 2 ans en Angleterre. Ce cliché de sa rencontre avec le général de Gaulle à l'occasion de l'anniversaire de l'appel de juin 1940 est l'une des seules traces de son passage outre-Manche. Là, elle doit former des jeunes hommes sur le point de quitter l'Angleterre pour la France comme instructeurs de sabotage. Pourquoi ne pas y aller elle-même comme instructrice? Elle en fait à nouveau la demande au BCRA et se heurte à un refus catégorique. Pas de femmes. Elle va revenir à la charge à plusieurs reprises et finalement, elle arrive à infléchir un commandant. Elle va prendre des cours de parachutage, des cours de sabotage, des cours de karaté, des cours de déchiffrage des messages codés, etc., etc. Et à l'issue de cet entraînement intensif, elle va avoir l'accord du BCRA pour être parachutée dans la France occupée. Ainsi, le 29 février 1944, Jeanne Boëck est la première femme à faire ce saut dans le vide. Elle atterrit au-dessus d'Alençon en pleine nuit pour rejoindre sa Bretagne natale. De mars 1944 jusqu'au combat de la Libération, elle va sillonner toute la Bretagne avec sa bicyclette. Donc elle pédale pendant des dizaines de kilomètres et elle a fait plusieurs missions de plus de 100 kilomètres dans la même journée. Quand je pédalais, pour m'encourager, je fredonnais intérieurement une chanson célèbre de ce temps-là. Sur la route qui va, qui va, qui va et qui ne finit pas. Qui va et qui ne finit pas. Dans un bruit de chevaux, un frisson de ripot. De village en village, dans le Morbihan, Jeanne Boëck forme ses jeunes recrues à l'art du sabotage. Au rythme de mes pas, mon désir vagabond fuyant vers l'horizon ne s'emprisonne. La résistance a fourni à Jeanne Boëck le combat auquel elle aspirait et l'occasion de s'imposer parmi les hommes. De la volonté et un vélo l'ont propulsée dans l'action. Le vélo a joué un rôle fondamental pour la résistance des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout à partir de 1943-1944, quand les autres moyens de transport étaient beaucoup moins faciles à utiliser. Il n'y avait pratiquement plus de chemin de fer. Enfin, ils étaient réquisitionnés par la Wehrmacht, par les troupes allemandes, et les trams, ça devenait de plus en plus difficile. Vous allez me dire, pourquoi plus les femmes que les hommes? Bien simplement parce qu'à partir de fin 1942, il y a le STO, on appelle le travail obligatoire en Belgique. Alors que faisait-elle à vélo? Elle transmettait du courrier. Tout autre moyen de communication était dangereux. On se méfiait moins d'une jeune femme, ou d'une femme d'ailleurs tout court, que d'un homme. Voilà, j'ai ici devant moi le dossier d'Irma Caldo. Ce qui me frappe dans ce dossier, c'est l'absence de nombreux éléments d'information. Et en particulier, on ne trouve aucune trace de son activité de liaison, de son activité à vélo. Bon, elle a aidé à héberger des aviateurs. Rien sur son activité méritoire de liaison pour le groupe G, de son travail pour le Front d'indépendance. S'il n'y avait pas eu l'interview, on ne saurait rien de cette activité. Toutes les résistantes n'ont pas connu la renommée de Jeanne Boëck. Pour sortir ces femmes de l'ombre, l'historien Fabrice Martel a enregistré des entretiens
avec d'anciennes résistantes en Belgique. Parmi elles, Irma Caldo, qui cachait des messages dans ses cheveux et circulait à vélo avec un nécessaire à coiffure comme alibi. Si j'avais eu peur dans la tête, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Moi, j'étais libre, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfants, mais j'avais maman et mes frères et sœurs. Donc, c'est ça qui faisait peur. Je cassais les petits billets dans mes cheveux. Mais ce jour-là, j'avais justement caché le film. Je partais de Givry à Mévin. Mais il y avait un gars, donc un Allemand. Il est venu vers la grande route sans doute pour voir ce qui se passait. Quand je l'ai aperçu là sur la grande, je me dis, je ne peux pas me sauver maintenant parce qu'il va dire, tiens, elle a quelque chose à se reprocher. Donc j'ai continué, je me dis, bon, tant pis. Hein. Heureusement, j'avais tout mon petit équipage de coiffure. Il m'arrête. Alors il me dit, le vélo. Puis il m'a montré donc, tout mon petit matériel. Et qu'est-ce que c'est ça? Et je dis, mais je fais des coiffures. C'est pas nécessaire, coiffure. Je rentre dans tout mon petit bazar. Et 2 secondes après, ça montait pourtant, mais 2 secondes après, j'étais tout en haut. Il y avait quelques de moments assez difficiles. Pour les femmes, c'était une expérience extraordinaire dans le sens premier, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, ces périodes d'occupation, ce rôle dans la résistance où elles étaient pratiquement et souvent d'égal à égal avec les hommes. Une fois que la guerre s'est terminée, elles sont retournées, non seulement en général à leur rôle traditionnel, mais aussi à leur place. Donc généralement une place un peu subalterne. Et donc ça a été une occasion manquée pour elles de pouvoir vraiment être d'égal à égal avec les hommes. Irma Caldo et la majorité des résistantes sont restées dans l'ombre après la guerre. Le vélo leur a permis de combattre aux côtés des hommes, comme Simone Seguin, figure de l'engagement patriotique immortalisée par l'armée américaine. Elle aussi était agent de liaison à vélo. Après la guerre, l'accès des femmes au suffrage universel s'établit enfin en France, en Belgique et en Italie. Une victoire importante sur le chemin de l'égalité. Pour autant, l'égalité dans le sport n'est pas encore acquise. Un premier Tour de France féminin voit le jour en 1955. Mais il est regardé avec condescendance par les médias. Les femmes ont toujours rêvé de s'égaler aux hommes. Les championnes cyclistes, elles, ont voulu leur Tour de France et l'ont obtenu. Un petit Tour de France, bien sûr, qui est plutôt un petit Tour de Normandie. Oh, c'est un sport masculin, je pense, par excellence. Et moi, j'ai 2 filles, je voudrais quand même pas qu'ils fassent du vélo, quoi. Je trouve que c'est un sport trop dur pour une femme. Je vois pas très bien. Une jeune fille sur un vélo, c'est pas tellement gracieux pour une femme. Enfin, il ne faut pas en faire une compétition, parce qu'à ce moment-là, bien entendu, il y a un trop gros développement des muscles qui nuit à l'esthétique. C'est une distraction, mais ça peut pas être une compétition pour une femme. 2 ans plus tard, après l'exclusion des cyclistes féminines des grandes compétitions par l'Union internationale des cyclistes, le journal L'Équipe se réjouit. Le bon sens a triomphé. Les femmes n'auront pas leur championnat du monde. Elles devront ainsi se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui correspond beaucoup plus à leurs possibilités musculaires et physiologiques. Mais bientôt, en Belgique, une championne nationale ne va pas se contenter de ce champ restreint et va rebattre les cartes. Elle s'appelle Yvonne Reinders. Yvonne Reinders was this amazing Belgian rider. Yvonne Reinders est une cycliste belge extraordinaire qui a fait partie d'une génération de cyclistes belges très féroces. Elle s'était formée sur les critériums, des petites courses organisées autour des centres-villes belges, souvent sur des pavés. C'était donc des courses techniquement très difficiles. Des courses parfaites pour Yvonne Reinders parce qu'elle venait d'un milieu très rude. À l'adolescence, elle a commencé à travailler pour l'entreprise de ses parents en livrant du charbon. Elle faisait ses livraisons de charbon avec un vélo cargo qui lui avait été offert comme cadeau d'anniversaire, je crois. Elle pouvait porter des sacs pesant plus de 50 kilos jusqu'au domicile des clients. C'est à la même époque qu'elle a commencé à s'intéresser aux courses de vélo, parce qu'elle parcourait de longues distances tous les jours. Elle est devenue indépendante très tôt. Elle avait un mental d'acier impressionnant. Le nouveau championnat du monde de cyclisme féminin a lieu en Belgique en 1959, une première dans ce pays. Et c'est Yvonne Reinders qui remporte la victoire. Elle enchaîne les succès.
Mais les médias boudent les courses féminines et lui préfèrent son homologue masculin, Eddy Merckx. We hebben wel heel wat unieke truien in het museum hangen. Nous avons de nombreux maillots dans le musée, notamment le maillot de champion du monde d'Eddy Merckx. Tout le monde connaît le cannibale Eddy Merckx, qui a gagné tout ce qu'il y avait à gagner et a été 3 fois champion du monde. Mais je suis toujours surpris que si peu de gens connaissent Yvonne Reinders, dont nous avons 2 maillots, le maillot belge et le maillot de championne du monde. Yvonne a été 7 fois championne du monde, 4 fois sur route, 3 fois sur piste, et ce, entre 1959 et 1965. En France, le cyclisme féminin intéresse enfin les journalistes grâce au Tour de France qui revoit le jour en 1984. Les mentalités auraient-elles évolué ? En 1986 et 1987, Jeannie Longo, à ce moment-là déjà plusieurs fois championne du monde sur route, se trouve confrontée sur un plateau de télévision aux commentaires de ses collègues masculins. Mais non, c'est une question d'esthétique, je trouve que c'est pas très, très joli à voir. Bon, bah, j'aime pas voir les femmes faire du football non plus. Quand tu fais du vélo, hein, bah, peut-être, c'est pas ça. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... C'est charmant. Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me plaît pas, point final. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel. On peut pas dire... Maintenant, si ça te plaît t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout. On ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Bon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à d'autres. Ces remarques n'ont pas empêché Jeannie Longo de connaître une carrière inouïe. À 64 ans, elle remporte son 60e titre de championne de France dans sa catégorie. En 2022, le Tour de France féminin connaît un nouveau départ. Une épreuve que Jeannie Longo, qui n'a jamais cessé de pédaler, suit avec une passion intacte. C'est un moment historique, bien sûr, et puis comme c'est très médiatisé, on va pouvoir voir les étapes, on va pouvoir voir les noms des meilleurs, donc forcément ça va susciter des envies de la part des petites filles. Ce nouveau Tour de France féminin intervient alors que les courses féminines drainent de plus en plus de fidèles, et donc de couverture médiatique, ce qui entraîne une manne financière. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'intégrer l'encadrement d'une équipe donc de cyclisme femmes de division nationale. Et donc ça m'a vraiment permis de voir justement quelles étaient leurs conditions matérielles de pratique. Le fait que forcément, elles n'étaient pas payées, donc il fallait qu'elles jonglent entre leurs études, leur métier. Moi, j'ai commencé en 2019. Il y avait une Coupe de France et une seule division nationale. Aujourd'hui, il y en a 2. Et en l'espace de 4 ans, en fait, les conditions se sont vraiment beaucoup améliorées à l'échelle vraiment au-dessus, donc au niveau international, avec des moyens économiques qui ont aussi été plus importants. Quand j'étais enfant, donc dans les années 2010, ce qui passait à la télé, c'était le Tour de France Hommes. Et moi, en tant que petite fille qui faisait du vélo et qui était notamment assez marquée par les inégalités femmes-hommes dans le sport, forcément, j'étais, on va dire, surprise de ne pas pouvoir aussi voir l'édition ouverte aux femmes et de ne pas pouvoir voir de femmes à la télé au même titre que les hommes. Alors que là, maintenant, avec le Tour de France, c'est diffusé sur le service public et donc ça veut dire qu'il y a plein de petites filles qui peuvent allumer leur télé et voir que waouh, il y a des coureuses qui font la même chose que les hommes, elles vont super vite, elles sont impressionnantes et elles voient qu'il y a des dizaines de journalistes autour d'elles. Il y a des conditions de course qui sont celles qu'elles méritent en fait. Ce qu'elles méritent, c'est de trouver enfin la place qui leur revient. Et ça commence par la rue. Alors les murs aussi ont pris la parole. Hélène Dutrieux a donné son nom à une rue de Bruxelles. Dans cette même ville, une fresque rend désormais hommage à Yvonne Reinders. Elle figure également face au musée du cyclisme à Roeselare, à côté d'autres coureurs comme Eddy Merckx. Grâce à son arrière-petit-neveu, la vie d'Annie Londonderry est racontée en film et en comédie musicale. Alfonsina Strada est l'héroïne d'une pièce de théâtre qui a fait le tour de l'Italie en 2022.
Günther Segers a entrepris d'écrire un livre sur le cyclisme féminin, grâce à toutes les archives récoltées depuis des années. Ces championnes avaient-elles imaginé que leur conquête ouvrirait la voie à d'autres femmes? Souhaitaient-elles consciemment briser les stéréotypes et faire avancer l'égalité des sexes? Vous savez, j'ai demandé un jour à Mary, la petite fille d'Annie, si elle considérait sa grand-mère comme une féministe. Elle m'a répondu, pas dans le sens où elle aurait fait campagne pour le droit de vote ou recueilli des signatures sur des pétitions. Elle a dit, ma grand-mère pensait qu'une femme avait autant le droit qu'un homme de créer son propre destin. Les femmes et le vélo, c'est un sujet vraiment formidable, parce qu'il illustre cette lutte pour la liberté, et parce que c'est aussi l'histoire d'un succès. Il y a 2 femmes à Izmir, 2 amies, qui ont lancé en 2013 le Fancy Woman Bike Ride. Elles ont décoré leur vélo et ont traversé Izmir avec le soutien de centaines de femmes. Leur message n'a pas uniquement vocation de dire « nous faisons du vélo pour le plaisir », non. C'est surtout pour les femmes dans l'espace public, pour leur visibilité dans l'espace public et pour leur sécurité. Nous sommes là parce que nous voulons aussi véhiculer ce sentiment de liberté.